Alors, rebonjour tout le monde. J'aimerais vous présenter notre première conférencière cet après-midi, qui s'appelle, je veux le dire au complet, Ir-Nay Tin, qui est donc professeure au Cégep de Maisonneuve et au Cégep de Bécomo. Et elle est également secrétaire de rédaction du RENOC et de la revue Littoral. Alors, c'est à son tour. Merci. Je vais commencer avec un passage en ligne que j'ai travaillé ce matin, c'est important. Kwe Nyama, Nainiti Ni Gahun, Kachi Kutamachet Tanehi, Mahina Chenti, Gama Hina Chenti, Onin Ante Munian. Chinashkamiten Nechewakan, Kati Morolakas, Ute, Nipachiwana, Floriper, Inushkweu, Ut Pesamit. Nimestak Minuatan, Chinashkamintino. Bonjour, vous allez bien? Je m'appelle Naï, je suis enseignante de littérature au collège, à Montréal en fait, c'est ce que j'ai dit. Je veux remercier mon amie Cathy Moreau-Lacasse et Nout Pessomet pour les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui, c'est très important. Artisane de fleurs et perles, je l'aime beaucoup. Je vous remercie de votre présence. Donc, moi aujourd'hui, en fait, je vais rester debout parce que je peux pas rester assise 20 minutes sans renverser quelque chose. Je suis là pour vous parler en fait de mon expérience comme professeur de littérature au collégial, c'est-à-dire que j'enseigne depuis 2017. Et comme Monique l'a mentionné, j'ai commencé débuté ma carrière au Cégep de Bécomo, sur la Côte-Nord. Je n'ai pas besoin de vous dire c'est où. Et assez rapidement, j'ai été confrontée à certains obstacles, certains défis comme professeur aussi, mais comme femme racisée dans le système de l'éducation. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous faire part un petit peu de mes propres réflexions. C'est une peut-être présentation qui va détonner un petit peu parce qu'elle est très, très personnelle. Est-ce que je peux on fermer? t'entend bien. Non. Ah, OK. Elle est très, très... Là, il est fermé. Ah, je m'excuse. Vous voyez, c'est pas là pourquoi je suis debout. En fait, elle est très, très personnelle parce que ça part de ma propre expérience et j'ai voulu en fait la transposer au cégep aussi dans mes propres pratiques d'enseignement. Donc, je l'ai intitulé « Enseigner les littératures des premiers peuples au collégial, réflexion sur une démarche décoloniale » parce qu'effectivement, c'est une démarche dans laquelle je suis entamée, un peu un chemin que je prends et qui n'est certainement pas abouti. C'est vraiment les balbutiements. Moi, je suis en constante formation, perfectionnement. Je vais vous en parler. Mais avant, j'aime beaucoup commencer avec ce poème de Joséphine Bacon, qui, pour moi, est représentatif de tout ce que je porte dans mes pratiques d'enseignement. Dans Bâton à message, Joséphine Bacon a dit « Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, soit vivante d'un récit qu'on ne raconte pas. » Et là, j'en ai une plus longue. Je l'ai ajoutée dernièrement. Thomas King, qui est un auteur en fait de Cherokee et de grec de sa mère, a dit dans Fragment d'un monde en ruine, un matin très tôt, une troupe de robustes et pieux héros, resplendissant de la splendeur du vieux monde, arrive dans le nouveau. Ils quittent leur navire en ramant, sautent dans les vagues et accostent. Enguirlandés, chargés de drapeaux, de chansons et de belles paroles, ils saluent les sauvages abasourdis qui attendent nus sur le rivage, impatients de goûter aux fruits de la civilisation. Ou bien, un matin très tôt, un tas d'arrogants, fanatiques religieux, chassés du vieux monde avec raison, arrivent dans le nouveau. Ils se faufilent dans des rafiaux, pataugent dans les vagues et trébuchent. Veillés de haillons crasseux, trempés et puants comme des gueux, bourrés de vices et d'avidité, ils saluent les Américains qui attendent, sur le rivage, prêts à partager les fruits de la civilisation avec ces misérables créatures débauchées. Ou encore, inventez donc l'histoire qui vous arrange. Donc, pour moi, c'est très important. J'aime beaucoup, en fait, ce passage. En fait, c'est le poème de Thomas King. Je vais vous parler principalement de mon expérience au Collège de Maisonneuve, qui est à Montréal, qui est situé environ de cette île, je pense, c'est 9 heures, selon la conduite. Je suis professeure au département de lettres, d'art et histoire de l'art, où on compte environ 60 collègues. On a 60 professeurs qui enseignent de bon an, mal an, l'automne, en hiver un peu moins. On a, au Collège de Maisonneuve, on est un des cégeps qui a une des plus grandes libertés quant au contenu enseigné et à la manière de le faire, ce qui est merveilleux, mais aussi ne se fait pas sans heurts. À la formation générale, au cours qu'enfin on donne à tous les étudiants, il y en a 4. Je vous les montre rapidement parce que c'est important de les comprendre. Le premier, c'est littérature québécoise des origines à 2000. Le deuxième, c'est littérature française d'hier à aujourd'hui. Le troisième, c'est littérature contemporaine, donc d'ici et d'ailleurs, québécois et étrangers. Et finalement, le quatrième cours, les étudiantes ont le choix entre théâtre et communication,
médias et communication ou monitorat que je n'ai pas inclus. Le problème avec cette grande liberté-là aussi, c'est que les professeurs peuvent faire à peu près n'importe quoi. Au portrait de la population étudiante, parce qu'au collégial, on le sait, hein, souvent les jeunes, ils peuvent arriver à 16 ans. Si vous avez des jeunes de 16 ans dans votre famille, vous savez de quoi ça va. Je ne commenterai pas plus. À Montréal, beaucoup, selon les établissements, une partie de ces étudiants-là sont issus des diversités. Ils sont aussi beaucoup racisés, issus de la précarité économique, dont les parents, en fait, ils peuvent des fois être la première génération en aide. On a aussi on est dans des fossés culturels aussi. On a un certain rapport à la littérature qui est beaucoup vu comme une matière obligatoire. Une matière obligatoire parce qu'il y a l'épreuve uniforme de français qui est associée à la fin du parcours, épreuve qui est conditionnelle à l'obtention du diplôme. En ce moment, c'est encore ça. Fait que ça joue beaucoup dans la perception de la littérature. Vous allez voir que moi, je suis formée aussi en pédagogie, donc il y a beaucoup de ces pratiques que j'essaie d'ancrer dans une perspective pédagogique la plus inclusive que je peux. Et je me suis inspirée de nos discussions dans les voitures, comme quoi les étudiants consomment aussi de moins en moins de textes écrits. On est beaucoup plus dans l'écoute de séries, de vidéos, dans la consommation de jeux vidéo, mais comme ironiquement le faisait remarquer, je pense que c'était Malane ou Marjorie, qui sous-tend un récit, qui sous-tend un texte très très fort. Il s'agit d'être capable de le décortiquer. Donc toutes les compétences sont potentiellement là, il faut juste les travailler. OK. Là, je vais passer par moi aussi. Je vous ai parlé rapidement des premières tensions que j'ai vécues par rapport à la littérature parce que quand on parle de littérature, on parle de reconnaissance. Quand on est capable de se reconnaître dans un objet culturel, on développe un certain attachement. Ne pas se lire, ne pas se voir dans les textes, ça a aussi l'effet inverse. Ça veut dire qu'on n'existe pas. L'absence est tout aussi dommageable que le fait de mal représenter ou le fait de mal parler de quelque chose. J'arrive en littérature, j'ai un peu cette posture d'impostrice. J'ai regardé, Usito me permet d'utiliser impostrice. Donc, dès le début, là, ça va, là, je pense que j'ai moins cette posture-là. Mais des fois, ça me travaille encore, c'est-à-dire, j'ai pas fait mes études en arts et lettres, donc j'arrivais avec cette espèce de méthodologie presque absente. Je n'étais pas capable de me reconnaître dans les textes que je lisais. Je dis souvent à la blague que c'est grâce à Daniel que j'ai poursuivi mes études littéraires parce que j'ai eu Daniel comme professeur dans mon cours de littérature québécoise et il nous a fait lire des textes des Premières Nations et des textes des écrivains migrants. C'est là que j'ai pu exister pour une première fois dans mon parcours. Et je me suis dit, c'est possible. Le dilemme moral de l'enseignement, avec tout ce qui est contrainte, tout ce qui est principe pédagogique, tout ce qui est inclusion aussi, qu'est-ce qu'on enseigne et comment? Ça, c'est un peu les questions que je me pose encore au quotidien. Ma démarche, rapidement, je vous l'explique, elle est d'abord avant tout personnelle. Hein. C'est vraiment une démarche qui m'est propre. C'est une démarche que j'entame depuis le début, qui est un peu le reflet de mon propre rapport à la littérature. C'est une démarche imparfaite, assurément, qui est appelée à modifier au fil des sessions, mais aussi au fil de mes intérêts. Et c'est ancré dans mes intérêts, évidemment, de recherche. Tendre vers une décolonisation, c'est aussi de remettre en question les corpus qu'on étudie. Les corpus qu'on va intégrer à même les cours collégiales. On a la chance de côtoyer tous et toutes les étudiants et les étudiantes qui vont passer par le collège, en fait, parce qu'on fait partie de cette formation générale-là. Et moi, je juge qu'on a aussi un devoir. Tantôt, Daniel parlait de littérature comme pratique sociale. C'est aussi de montrer à ces jeunes que la littérature se défend sous toutes ses formes aussi. Je le fais notamment, je suis venue vous parler de ma pratique par les premiers peuples, en fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Bien, évidemment, je mets j'ai aussi pris une pastille avant de commencer ma présentation, ce qui était une mauvaise idée. Donc, quelques pratiques pédagogiques, c'est d'enseigner les œuvres des premiers peuples. Là, c'est quelques œuvres que j'enseigne. Dernièrement, il y a Chasseur au Harpon. Au Harpon, vous connaissez Ekwan Nmachimantu Inushkueu. Je suis une maudite sauvagesse, Anantane Kapèche. On a la plume d'aigle de Samian qui regroupe en fait la majorité de ses chansons. On a aussi, je me permets une petite digression avec les récits de notre terre de l'anthropologue Daniel Clément, parce que lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il récolte les récits oraux qui ont été retranscrits. Fait que donc, on a toujours l'origine du récit qui souvent provient des communautés. Donc, c'est pour ça que je l'inclus aussi dans ce que j'enseigne, parce que plutôt que de parler des premiers écrits, des contes et des légendes, si vous voulez, du Québec, je vais passer par les récits de notre terre pour m'intéresser aux récits, aux légendes, aux contes des Premières Nations.
Oui, lors des MLS de mon amie Carole, que j'aime beaucoup, j'ai commencé à la mettre au programme. Ça, c'est d'autres possibilités parce que vous avez vu, je me concentre quand même beaucoup sur la littérature Innu pour diverses raisons, notamment ma meilleure amie ou juste le contact que j'ai eu avec la nation Innu assez tôt dans ma vie. Mais je suis aussi, des fois, ce qu'on entend dans le milieu de l'enseignement, c'est qu'on n'a pas d'œuvre. On n'est pas capable de les enseigner, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas comment les enseigner. Mais pourtant, on a des essais. Zippy Flamand, Daniel Sioui, on a des essais. La poésie, il y en a. On a aussi du fantastique avec Éveil à Chiké, Chronique de Kichiké. Donc, les différents genres aussi sont accessibles. Maya Cousino-Molène, Innu qui a gagné, comme le mentionnait Gabriel, des prix avec ses recueils de poésie. Enfant du Lichen, Rivière du Matricule. Jean Sioui, Yann Data, L'éternité au bout de ma rue. Il y a aussi du théâtre. Le théâtre existe aussi, il ne faut pas l'oublier. Le théâtre des Premières Nations, des premiers peuples est là. Il s'agit des fois d'aller chercher des textes ailleurs, mais il est là. Dave Jennis est un auteur très prolifique. Il s'intéresse beaucoup aussi au théâtre de jeunesse. Ah, je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Il y a aussi Quoi, je te salue, Conversation sur le racisme que je fais étudier beaucoup à Montréal. Les étudiants adorent. Parce que vous comprenez qu'à Montréal, on a aussi une grande population qui est issue de l'immigration. Donc ce racisme-là, il est partagé aussi. Le racisme, il n'est pas juste, il est vécu. Petite anecdote, quand j'enseigne à Nathalie-Capèche, il y a beaucoup d'étudiants noirs qui se reconnaissent dans les injustices vécues par les services de la police. Et c'est souvent des choses qui reviennent lors des tables rondes. Mouliac est une autre pièce de théâtre. Une des propositions que j'aime penser, c'est de repenser l'histoire littéraire autrement. C'est-à-dire, ça c'est un de mes objectifs de vie. C'est potentiellement faire une espèce de chronologie, mais de faire... Parce que l'objectif non plus n'est pas d'éclipser la littérature québécoise. Mais il faut d'abord et avant tout reconnaître les autres, pour ensuite les faire cohabiter. Il y a certaines étapes qui tendent aussi vers une décolonisation, mais ça, je vais vous en parler tantôt. Donc, plutôt que de parler, par exemple, des clés de la découverte, de Margaret Chapdelaine, de Bonheur d'occasion, Agaguk ou Speak White, pourquoi ne pas parler, parenthèse, dans la dernière édition de l'anthologie de la littérature québécoise, on a inclus le texte de Capèche. Il n'y a rien avant Capèche dans le... Ça, c'est l'anthologie, ça, c'est un manuel scolaire. Donc, quand on parle de l'importance d'intégrer les œuvres aussi dans les manuels scolaires, on voici un exemple. Mais c'est pas vrai qu'il n'y avait rien avant 1976 non plus. Non, on pourrait repenser autrement. On pourrait se dire, je pourrais faire lire les récits de notre terre, ou on pourrait aller chercher des contes oraux, on pourrait aller chercher tout ce qui est accessible comme matériel. On pourrait faire lire Chasseur au harpon, on pourrait faire lire Capèche, on pourrait faire lire Rita Mestococho avec Ehi Wapataman Nukum, Comment je perçois la vie grand-mère, Bâton un message, évidemment, Chichi Nwachate Takam, Quiz-Fan. Ensuite, on a toute la nouvelle poésie, là. Je me suis arrêtée à 2011, mais c'est parce que je voulais pas que ce soit trop petit sur mon diapo. Mais Gabriel a très bien montré, c'est très très riche la production des dernières années. Il y a quelques enjeux par contre à pratiquer, à tendre vers des pratiques décoloniales, évidemment. Il faut distinguer autochtonisation de la décolonisation, qui sont deux concepts différents. Décoloniser d'abord. L'autochtonisation devient la dernière étape, parce que comme on va le voir tantôt, il y a une étape aussi de réconciliation au centre. Distinguer la décolonisation des pratiques anticoloniales. Décoloniser, c'est pas juste de rajouter des thématiques sur les Premières Nations, sur les Inuits. Décoloniser, c'est de travailler de l'intérieur, déconstruire le système pour le repenser. Et non pas juste dire, OK, j'ai inclus une œuvre autochtone, je décolonise. Ça marche pas comme ça. Il faut développer des relations authentiques aussi. Hein. On ne peut pas décoloniser sans établir ce contact-là avec les gens. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, en fait, vous l'avez peut-être remarqué. Et je vais vers les autres, etc. Puis je pense que c'est le fondement même d'une collaboration, d'un travail qui se fait avec les gens. On ne peut pas le travailler sans. Dans le cadre de mes cours, je vais en parler tantôt, mais un peu comme vous l'avez vu, il faut des invités, il faut des personnes qui viennent prendre la parole parce que c'est pas à nous de prendre cette parole-là, on l'a assez faite. Collaborer dans une réelle perspective de réciprocité, ce sont des relations que nous établissons. Les personnes, ce ne sont pas des objets de recherche. Ce sont des personnes avec des histoires de vie, avec des bagages culturels, avec des familles, etc. Donc, il y a cette question d'établir des relations et surtout conserver une posture d'humilité. Moi, je pense que c'est vraiment au cœur de nos pratiques de rester vraiment dans cette relation-là d'humain à humain. En fait, moi, c'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que j'arrive à être bien dans ma posture de professeur aussi.
même avec les étudiants, je cherche Monique qui m'indique le temps. Ok, Ah, mon Dieu, je ne tiens pas du tout. Ah, ok, ben c'est vrai. Ça me dérange pas. Excuse-moi. Ah, mais ça va. J'ai aucune idée. Moi, je prends des notes. Ben, en fait, ça m'amène un peu à ces étapes en décoloniser pour réconcilier et ensuite autochtoniser. Je travaille beaucoup avec Nicolas Cardinal, qui est de la Fédé des Cégeps, qui travaille justement avec les étudiants autochtones, et il nous parle beaucoup de cette démarche que souvent les gens font à l'envers. Donc, c'est important de tenir compte de ça. Concrètement, en classe, qu'est-ce que ça peut apporter pour les étudiants, pour les étudiantes? C'est-à-dire que, selon notre contexte, des fois, ils sont un petit peu plus sensibles à la question. Par exemple, enseigner la littérature, et nous, au Cégep de Bécomo, c'est pas la même chose qu'au Collège de Maisonneuve à Montréal. Donc, la manière de présenter le texte, la manière de contextualiser les choses aussi va différer selon le groupe étudiant que j'ai devant moi. Il faut inévitablement déconstruire la question des stéréotypes et des préjugés. Montrer que, en fait, la figure de l'Autochtone n'est pas figée dans le temps. Cet Autochtone-là existe au quotidien aussi, que ce soit dans les arts, dans les séries, dans les textes. Donc, ne pas reléguer que les littératures autochtones au passé. Parce qu'il y a un présent aussi. Oui, il y a une antériorité, mais il y a un présent surtout. On sent quand même une certaine curiosité, mais ce serait faux de dire qu'il n'y a pas une fatigue. Il y a une fatigue, vous l'avez peut-être que vous le sentez aussi dans ces dernières années. On a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait en sorte qu'on en a entendu beaucoup parler. Et là, d'un point de vue société, là, ça a été le temps de bouger. Tout le monde a presque bougé en même temps. Est-ce que ça a bien été fait? Ça sera pour une autre discussion. Mais les étudiantes, c'est ce que j'ai. C'est des échos que j'ai déjà entendus en classe. Madame, encore? Et je fais oui, mais qu'est-ce que vous connaissez de? Fait que plutôt que de me dire le encore, je vais aller chercher qu'est-ce qu'ils connaissent et on se rend compte qu'il y a toujours à déconstruire. Fait que après ça, ils se rendent compte, ok, vous pouvez encore nous en parler. Donc, c'est la nécessité de naviguer avec eux dans le respect de leur connaissance aussi. L'idée, c'est pas de leur imposer à tout prix parce que sinon, ça peut avoir l'effet contraire. Et, j'en ai parlé tantôt, il y a des liens à faire avec leur propre réalité, ce qui est vraiment merveilleux. Je ne l'ai pas mentionné, mais je suis enfant de survivante de génocide et Khmer Rouge, donc ça affecte aussi mon rapport à la littérature et au pouvoir de cette littérature de raconter une histoire, aussi de faire comprendre le passé, mais de dire qu'on existe aussi maintenant, même après tout ça. C'est ma petite parenthèse. Au collège, parce qu'évidemment, j'ai beau faire ça dans ma classe, comment ça se passe au collège? C'est pas toujours facile. Parce que des fois, on se heurte aux réalités de la bureaucratie, de la logistique. Je trouve ça merveilleux au Cégep de Sept-Îles, aussi au Cégep de Bécomo à l'époque, quand j'étais en présence. Le soutien est différent. Travailler à 60 profs avec une direction qui s'occupe d'une centaine de profs à chaque fois, des directions adjointes pour des étudiants, pour 7-8 000 étudiants, ben c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes enjeux. Tout va plus lentement. On peut se poser aussi la question, est-ce que les directions sont-elles des alliés? Des fois oui, des fois non. Dépend des directions. Nous, au Collège de Maisonneuve, ça vient de changer. Est-ce que ça va changer aussi la donne? Probablement. Un autre des enjeux que je vis beaucoup au collège, c'est de sensibiliser les collègues, en fait. Les collègues professeurs aux perspectives autochtones et de leur demander, suggérer fortement d'intégrer aussi des premiers peuples. Mais on ne veut pas que ça devienne une case à cocher. Parce que ça, on sait que ça donne rien. On ne veut pas non plus tomber dans la question du tokenisme non plus, où je fais juste en parler parce que je vais en parler, puis là, j'ai dit que j'en ai parlé. À Maisonneuve, on va organiser des semaines des premiers peuples. On a fait beaucoup d'activités d'auto-formation. On a un comité départemental que je pilote. Et on a suggéré la création d'un cours complémentaire sur les littératures et les récits oraux des premiers peuples. Il n'a pas été retenu. Scoop. Pourquoi? Juste pour vous montrer un peu en lien avec les réalités de la bureaucratie, c'est que les cours qui ont été retenus, c'est les cours qui ouvraient le plus de groupes. Donc, ils donnaient plus de tâches. Fait que vous voyez, entre ce que je veux faire, ce qui devrait potentiellement être fait, et la réalité sur le terrain, il y a un décalage partout. Mais là, on travaille là-dessus encore. Ça fait un peu le point et les défis, parce qu'au-delà, en fait, de cette réticence des collègues, mais il y a aussi, il faut les amener à travailler le sentiment de compétence chez ces personnes-là. Parce que ça va avec le sentiment d'efficacité personnelle et le niveau de confiance. Quand je suis pas à l'aise de présenter une œuvre, j'ai peut-être peur d'en parler de manière un peu tout croche. J'en parlerai pas, je préfère pas en parler. Ou je vais en parler tout croche qui est pas mieux.
Il ne faut pas que ça devienne une case à cocher, ça je l'ai dit. Mais il y a aussi, on ressent une réticence à modifier des corpus. Ça serait faux de dire que c'est pas vrai. Ça existe, mais c'est pas tout le monde. Ça, j'ai fait une liste des défis. Je me suis connue. Les ressources dites humaines. Il faut faire attention à ne pas sursolliciter. Comme je vous dis, dans les dernières années, beaucoup de personnes se sont intéressées aux enjeux autochtones, dont les organismes comme Mikana, comme Ashukan, comme les personnes ressources. Là, tout le monde se les arrache. Tout le monde veut avoir Joséphine Bacon dans son cours. Tout le monde veut avoir Mikana. Les listes d'attente sont interminables et les gens sont fatigués. Fait qu'on a ce devoir-là aussi de nous auto-former, mais aussi de côtoyer, juste de quotidien. C'est pas parce que je rencontre un Inou sur la route qu'il a le goût de me parler de sa culture. Fait que, tu sais, de pas penser que la personne devant nous est qu'un objet culturel, tu sais, de revenir à cette idée-là. Une autre chose qui peut poser problème, c'est le concept même de littérature. C'est-tu fini, Annie? Non, il reste qu'une 4 minutes. J'ai aucune idée où on s'en va, là. OK. 2-3 minutes. OK, parfait, j'y arrive. 4. Parfait. OK. Donc, le principe même de littérature, ben là, je vais aller rondement parce que ça serait vraiment des enjeux qui seraient à approfondir. Ben, ce qu'on entend souvent aussi, c'est que ben évidemment, vous le savez, à la base, les récits sont oraux, relèvent d'une tradition orale, donc des fois, on peut sentir que c'est trop simple à l'écrit. Maurizio Gatti, justement, parlait dans sa nouvelle anthologie que des fois, on a tendance à dire, ben là, d'un point de vue esthétique, qu'est-ce que je fais avec l'analyse des procédés d'écriture? C'est très pragmatique comme pensée. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même avec ces textes-là. La place des récits oraux, mais aussi la question de la légitimité, la question des étiquettes, mais ça dans une perspective de classement un peu littéraire. Hein. La construction d'un corpus, on l'a vu 2010, ça commence à exploser. Il y a absolument quelque chose à faire avec ça. Myriam Saint-Gelais l'a fait avec une histoire de la littérature Inou. Bon, OK, oui, j'arrive à la presque. Concrètement, dans les cours, ben, c'est de présenter des voix qui sont hautes. Des documentaires, des balados, de faire entendre des gens. Moi, je parle beaucoup, mais je suis pas capable de ne pas parler aussi et de laisser les autres parler. C'est ça qu'il faut faire. Écouter des chansons, entendre des témoignages, écouter des films. Écoutons des films dans les cours. Mais on apprend sur les films. Intégrer des contenus authentiques dans la mesure du possible. Laisser la parole et ne pas s'approprier les notions. On va faire preuve d'autonomie dans la mesure du possible, mais surtout d'humilité culturelle et respecter les groupes qui ont longtemps été vus d'après le prisme de la colonisation. Ça, des fois, on peut avoir tendance à l'oublier. Pourquoi il faut faire ça? Pour une vision plus juste du monde. Oh, j'ai tout dit. Pour une vision plus juste du monde, pour redonner la parole, hein. Ça, c'est important. Et des fois, on la donne pour une première fois. Pour reconnaître l'expertise et la légitimité des personnes impliquées, les savoirs expérientiels, savoirs traditionnels, ne valent pas moins. Pour s'inscrire dans une réelle démarche de changement, mais surtout pour favoriser un dialogue. Parce que s'il n'y a pas d'écoute, on va nulle part. Ce matin, on a beaucoup parlé d'être à l'écoute de l'autre, de connaître l'autre. Mais c'est ça qu'il faut faire. Pour ceux et celles que ça intéresse, mais il y a plein de ressources. Il y a des ressources qui existent. On a le balado de Mélissa Molène. On a Wapikoni Mobile qui font... c'est enfin un site de diffusion de films qui sont créés par... Justement, c'est une roulotte qui se promène dans les communautés et qui font des films. Pourtant, Flora, une série qui est disponible sur ici tout.tv, je pense. Le film Quizpan, APTN, qui est en fait le site de nouvelles pour apprendre les enjeux autochtones. Il y a Mikana, il y a le balado et maintenant la série documentaire Laissez-moi raconter aussi que j'ai pas écrit, décoloniser l'histoire, il y a l'Institut Ashkan, il y a des films sur l'ONF, la musique, il y a Nikamowin, tout plein de choses. Pour les adeptes de culture un petit peu plus geek, là, Rizia Larivière, la fondatrice de Mikana, elle a commencé ce blog-là à Chinabé Geek. Donc, elle a fait des liens entre la culture, si vous voulez, geek et les cultures autochtones. Donc, clairement, on peut tout faire. Évidemment, peut-être connaissez-vous là, c'est l'Institut Chakapèche, en fait, qui a récolté des histoires orales Innu, qui sont pour l'instant en Innu, évidemment. Fait que si vous voulez pratiquer votre Innu, vous pouvez les écouter. Mais éventuellement, je sais qu'il y a des projets de retranscrire le récit et de donner justement une traduction française. Mais vous voyez que ça, ce sont des conteurs, ce sont des aînés qui ont pris la parole devant la caméra. On a le Salon du livre des Premières Nations, dont Gabriel a parlé ce matin. On a aussi à Québec un festival où on courait à la rencontre des peuples autochtones. Donc, éventuellement en mai, à Montréal, on a le regroupement aussi sur l'autochtonisation de l'éducation, si je ne me trompe pas, le titre exact. Il y a des choses qui se font. Il faut juste y aller. Je terminerai avec encore Joséphine Bacon.
Je sais que tu sais. Tu ne sais pas mes légendes, tu ne connais pas mon histoire. N'attends pas que je me fâche, telle une tornade. N'attends pas que je me libère de mes chaînes. Merci. Nice for me to know.